Madame, Monsieur, bonjour. Depuis quelques semaines, la crise sociale a pris une ampleur exponentielle. La lutte syndicale s'est radicalisée et la grève a pris en otage la plupart des secteurs vitaux de la nation. Le secteur éducatif est paralysé, le secteur sanitaire paralysé, le secteur judiciaire paralysé. Donc tous les secteurs de la nation sont en difficulté et la machine de développement de notre pays est grippée car la masse des travailleurs est mécontente du fait que ces revendications les plus légitimes n'ont pas pu trouver satisfaction. Malgré l'ouverture des sessions de négociation gouvernement-syndicat et la médiation de quelques institutions de la République, on a du mal à trouver le bout du tunnel. Que faire alors pour sortir de cette crise alambiquée? Pour répondre à ces différentes questions, nous avons invité sur notre plateau aujourd'hui le secrétaire général de la CSTB, Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, M. Naini Kassa Mampo. Bonjour, M. Naini Kassa Mampo. Bonjour, M. Peko. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes sur ce plateau pour décrypter avec nous la joute syndicale, ses implications, également cette crise qui est perdue depuis dans notre pays, le Bénin. Monsieur Naini Kassa Mampo, est-ce que vous pouvez nous dire les fondements de cette crise qui secoue notre pays depuis quelques semaines? Merci de m'avoir permis d'être ici ce soir pour m'adresser à vous sur ce plateau. Je dois d'abord vous féliciter pour tout le travail que vous faites, pour tout ce que vous abattez, pour permettre aux populations d'être informées de ce qui se passe dans notre pays et ailleurs. Alors, vous savez, depuis l'arrivée du gouvernement dit de la rupture, en 2006 et 2016, précisément le 6 avril 2016, quand le président Patrice Talon a pris service, oui. je crois que très tôt, disons en août déjà, le 22 août, il a rencontré les confédérations syndicales pour échanger avec elles et dire sa disponibilité donc, de pouvoir collaborer avec les travailleurs pour la réalisation de son programme. Bien sûr. Il a même reconnu ce jour-là qu'il reconnaît le rôle que les travailleurs ont joué dans son avènement au pouvoir. Bien sûr. Et il n'a pas manqué ce jour-là de nous demander de signer la charte. Évidemment, vous connaissez la position, la CSTB qui a réservé sa signature à la charte. Bien sûr. Mais après ça, nous avons eu des séances de négociation de 2016 à 2017 autour de nos cahiers de revendications, autour des revendications des travailleurs. Et ce que nous avons constaté, c'est que fondamentalement, rien n'a bougé. Aucune de nos revendications n'a eu de satisfaction sérieuse. Pendant quelle période à peu près, monsieur le secrétaire général? De 2016 à 2017. Et c'est pour ça que, constatant que la situation s'aggravait, les conditions de vie et de travail des travailleurs s'aggravaient de jour en jour, nous avons à un moment donné constaté que les séances de négociation, c'était beaucoup plus des séances de ruse, parce qu'on était soumis à un exercice de lecture expliquée où on nous rappelle les revendications, on nous présente un tableau à 4 colonnes, qu'est-ce qui est en train d'être fait, et finalement, rien n'était fait. C'est ce qui nous a amené. Fondamentalement, c'est ce qui vous a amené. C'est ce qui nous a amené à partir du 16 octobre, précisément. Le 16 octobre, les 7 confédérations syndicales ont organisé un point de presse à la Bourse du Travail pour tirer sur la sonnette d'alarme et montrer que ça n'allait pas au pays par rapport à nos revendications. Et après le 16, nous avons marché sur le ministère d'État du président de la commission de négociation, M. Abdoulaye Biachani, le 20 octobre. Et nous avons dit que si après ça, il n'y avait pas de suite à nos revendications, liées à beaucoup de questions, je vais rappeler ces revendications. Nous sommes restés là depuis le 20 octobre jusqu'à novembre
rien n'a changé. Au contraire, la situation s'aggravait. Et c'est ce qui nous a amené, déjà au niveau de la CSTB, à prendre position et à constatant que les questions de liberté devenaient graves parce que nous allons y venir tout à l'heure. Oui, n'oubliez pas, je vous dis un peu comment la lutte a été déclenchée. Si. Déjà en constatant qu'en novembre, le syndicaliste capitaine forestier Patrice Trépeau, qui avait fait une émission, qui lors d'une émission sur un plateau de télévision, a dénoncé la gouvernance dans le secteur des eaux et forêts, et précisément a dénoncé la cession du parc Panyari à une ONG sud-africaine, et a promis en tant que forestier, agent chargé de protéger les eaux et forêts, a rappelé qu'il n'était pas normal qu'on cède notre parc à des étrangers qui, assurément, vont se livrer à des captures de nos animaux pour qu'ils vont emporter chez eux. Et il disait qu'eux, ils devraient s'opposer à cela. Ce que donc, ça lui a coûté. Ça fait partie des fondements. Donc, il a été réprimé et il était menacé d'être radié déjà à ce moment-là. Il a été mis à 60 jours d'arrêt de rigueur. Bien sûr. Et vous savez qu'on a même fait, et toutes les confédérations ont fait un sit-in au ministère de cas de vie pour exiger l'arrêt des poursuites contre lui. Mais ce cas était là quand le cas de Laurent Métaillon est arrivé, où Laurent Métaillon, que vous connaissez très bien, la comme crise était déjà en cours avant que... Oui, c'est-à-dire qu'on avait déjà constaté la non-satisfaction des revendications. Voilà. Et on s'apprêtait, on se mobilisait. On mobilisait les travailleurs après la marche, puisque les travailleurs, on s'était entendu pour dire que si, après un mois, rien n'est fait, nous serions obligés d'aller en grève. Alors, et justement, puisque effectivement rien ne se faisait, la CSTB a interpellé les autres et a demandé surtout que les responsables syndicaux avaient commencé par être menacés. Les questions de liberté se posaient. Laurent a été interpellé et gardé à vue, finalement mis en prison, sans avoir rien commis comme crime. Nous y reviendrons au cours de cette émission. Est-ce que ça suffit? Est-ce qu'avec cette lutte qui perdure, Monsieur le Secrétaire général, on ne sent pas qu'il y a quelque chose d'autre, à part les revendications des travailleurs, qui font que la grève, la crise s'enlise davantage? Dites-nous sincèrement, est-ce qu'il y a d'autres... Vous m'avez posé la question sur les revendications. J'ai rappelé le contexte dans lequel nous avons déclenché une lutte au niveau de la CSTB déjà à partir du 29 novembre. Oui. Et autour de quoi, fondamentalement, la lutte a été déclenchée. Et laquelle lutte a été généralisée à partir du 16 janvier. Oui. Mais autour de quoi nous sommes en grève. Voilà. C'est ça qu'il faut rappeler. Il y a deux catégories. La plateforme revendicative réelle. Voilà. Il y a deux catégories de revendications. Bien sûr, allez-y. Il y a des revendications d'ordre général qui concernent tout le monde, qui concernent les travailleurs du privé, les travailleurs du public, même les travailleurs non salariés, les populations, les retraités, les militaires, ainsi de suite. Et il y a des revendications sectorielles. Parlant des revendications d'ordre général, vient en première position la question des libertés. Parce que sans liberté, vous voyez, nous sommes assis ici, nous parlons. Sans liberté, sans nous ne serions pas là. On ne peut pas parler. Bien sûr. Et la preuve, on a des difficultés jusqu'ici. Jusqu'aujourd'hui, vos collègues du Soleil FM ont leur chaîne de temps en temps brouillée. Nous allons développer chaque cas tout à l'heure. Énumérez-nous déjà les éléments. Donc, les questions de liberté, les questions générales, voilà. En fait, les questions de liberté sont liées à ce que je viens de dire. Oui. Par exemple, les manifestations, les gens... Les étudiants déjà qui avaient commencé par avoir des difficultés, manifestations où on a dressé des lignes rouges, puis vous avez vu les arrêtés qui ont été pris contre les organisations, les associations d'étudiants pour régenter les organisations, le fonctionnement des organisations estudiantines, ce qui est grave parce que tous autant que nous sommes, si aujourd'hui je suis secrétaire général de la CSTB, mais d'abord c'est depuis le collège que j'ai commencé la lutte syndicale. C'est en tant qu'élève que j'ai commencé par défendre mes droits. Les questions de liberté, c'était règlement intérieur et autres. C'est depuis Nati Tengu que j'ai commencé la lutte.
Et quand je suis venu à l'université, j'ai poursuivi. Et c'est en poursuivant la lutte que j'ai donc eu des habitudes de la lutte. C'est devenu donc une pratique. Ça fait partie de ma religion. Et c'est ça qui permet de lutter. Si vous refusez aux jeunes de lutter pendant qu'ils sont jeunes, mais qu'est-ce que le pays devient? Ce sont les étudiants dans tous les pays du monde. Rappelez-vous, mai 68 en France. Et même au Bénin, mai 68 en France, ce sont les étudiants, les élèves dans la rue qui ont amené beaucoup de réformes, qui ont contesté certaines réformes. Bref, les questions de liberté posent problème. Oui. C'est ça qui a mis Laurent en prison, c'est ça qui a radié finalement Patrice Trépeau. Nous avons estimé qu'il fallait exiger cela et exiger le respect des libertés publiques au Bénin. Deuxième revendication. Oui. Évidemment, en parlant de liberté, oui, lorsqu'on parle de liberté à respecter, il faut aussi parler de l'exigence des châtiments, du châtiment des violateurs des libertés. Et vous savez, si on ne punit pas le voleur de moto, c'est qu'il n'y a pas de liberté de propriété. C'est parce qu'on punit les voleurs qu'on parle de liberté de propriété. Mais si quelqu'un viole la loi et qu'on ne le punit pas, la Constitution se permet, la Cour constitutionnelle se permet simplement de dire qu'on constate qu'il a violé la Constitution et qu'il n'y a aucune punition. C'est que les punitions, les violations vont se poursuivre. Ouais. Donc, l'une de nos exigences, c'est le châtiment, la punition des violateurs des libertés. Ça concerne tout le pays. La deuxième revendication d'ordre général, regardez le niveau des revenus des travailleurs, que cela soit du privé ou du public. Au privé, par exemple, vous avez des travailleurs, le SMIC est à 40 000. 40 000 aujourd'hui, c'est dérisoire par rapport, même si vous êtes célibataire, vous êtes à 40 000. Et regardez très bien, si vous êtes à 40 000 francs le mois, si vous mangez même au petit déjeuner à 300 francs, le repas de midi à 500, le soir à 500, vous êtes à 1300 par jour multiplié par 30, vous êtes à 39 000 francs par mois. Alors, il ne vous reste que 1 000 francs sur les 40 000. Il n'y a pas d'hébergement, il n'y a pas de loyer, il n'y a pas de déplacement. Bref, voilà, c'est insignifiant. C'est pour ça que nous avons estimé qu'il fallait revaloriser le SMIC, le salaire minimum interprofessionnel garanti. Il faut le revaloriser à 100%. Il faut hiérarchiser les salaires parce que lorsqu'on a porté le SMIC de 31 000 à 40 000, mais est-ce qui était à 40 000? Est-ce qui était à 60 000? Il faut donc que la hiérarchisation ait lieu. Il faut revaloriser aussi le point indiciaire au niveau de la fonction publique. Le bas salaire à 37 000. Nous avons dit qu'il faut le faire en rapport avec les salaires politiques. Vous savez que les salaires politiques ont été multipliés par je ne sais quel coefficient. Les gens sont passés de 200, 300 000 à 2 millions, 5 millions, ainsi de suite. On ne connaît même pas le salaire des ministres. Parce que vous-même, vous avez appris avec moi que la Cour constitutionnelle a demandé au ministère des Finances, au ministre des Finances de fournir donc les informations sur les salaires des ministres. C'est le refus total. Ça veut dire que le gouvernement, nous ne savons pas combien les ministres de notre gouvernement gagnent, les membres de notre gouvernement, combien ils gagnent, on ne sait pas. Mais nous avons des décrets au moins qui ont porté des salaires à 2 millions, 5 millions. Sur cette base et sur le fait que le coût de vie est élevé, nous avons demandé de revoir donc les salaires par rapport donc au coût de vie et par rapport au salaire politique. La troisième catégorie de revendication est liée au principe de réforme du pouvoir de la rupture basé sur la privatisation. On décide de tout privatiser. Privatiser l'aéroport, privatiser le port, privatiser, comment on appelle, jusqu'aux hôpitaux, les SB2E, la SONEB, jusqu'aux hôpitaux publics. Ne parlons même pas de... Vous souhaitez participer au processus? Non, ce n'est même pas participer. Le principe, il faut arrêter. On ne peut pas privatiser tout le pays. On est contre le principe de privatisation. On ne peut pas privatiser tout. On ne peut pas privatiser, même pourquoi privatiser? Même dans les pays les plus libéraux, les ultra-libéraux au monde, il y a des secteurs vitaux qui ne sont pas privatisés. La France, dont on prend l'exemple, les États-Unis même. Rappelez-vous, il y a quelques années, quand même, les banques sont entrées en crise aux États-Unis. L'État a dû récupérer ces banques, les soigner d'abord, avant de les reconfier au privé. Donc,
l'État reste toujours une référence. C'est pour ça que nous avons estimé que on ne peut pas tout privatiser. Et vous savez, vous avez les dernières informations par rapport aux privatisations. Au port autonome de Cotonou, la direction, toute la direction du port est constituée d'expatriés belges. Mais où sommes-nous? Nous sommes repartis avant 1960. C'est-à-dire que le pays est recolonisé. Nous ne sommes plus souverains. Nous ne sommes plus autonomes. C'est pour cela que nous disons qu'on ne peut pas privatiser. Lorsqu'on privatise, les choses deviennent chères. Nous avons, oui, c'est un dernier point. Ça, c'est une troisième catégorie de revendication. Quatrième catégorie de revendication, oui, c'est lutter contre la ruine de l'école et du système sanitaire au Bénin. Quand on parle de ruine de l'école, les gens ne voient que les salaires. C'est vrai, les salaires sont maigres. Les salaires ne permettent pas aux enseignants de vivre, de bien vivre, de pouvoir s'occuper donc de l'enseignement, des recherches, du matériel et autres, et d'enseigner. C'est pour ça qu'on parle des statuts particuliers, des conditions d'enseignement, les vacances contractuelles qui sont reversées depuis 2008, qui sont sans salaire jusqu'à aujourd'hui. Vous imaginez 10 ans sans salaire. Et comment est-ce que ces gens s'enseignent? On parle des vacataires. Les vacataires qui sont plus de 90% dans certains collèges au Bénin. Qui sont ceux-là qui s'occupent, donc leurs conditions sont mauvaises. Mais il n'y a pas que les questions de rémunération. Il y a même le nombre d'enseignants. Vous avez des écoles primaires où il n'y a que 2 maîtres sur 6 classes. C'est vrai. Et pourtant, le gouvernement en a recruté tout même dans Cotonou, ici, vous avez des écoles de 2 mètres questions de manque d'enseignants. Oui. Et dans ces conditions, quelle qualité d'enseignement voulez-vous avoir? Quand vous n'avez que 80 ou 90% de vacataires qui sont obligés de sauter d'école en école, qui sont obligés de faire des cours du soir pour joindre les bouts, qui savent que d'un moment à l'autre, on peut les remercier, qui savent que pendant les vacances, ils n'auront rien. Dans quelles conditions vont-ils travailler? Même ils peuvent être performants n'importe comment. Le secteur éducatif est donc en difficulté. Monsieur le secrétaire général, nous avons constaté que, monsieur le secrétaire général, le secteur éducatif et le secteur de la santé et aussi le secteur de la justice ont été les 3 secteurs dans lesquels les actions étaient un peu cristallisées au niveau des revendications. Et même lors de vos négociations avec le gouvernement et tout, ces 3 secteurs reviennent le plus souvent. Je voudrais proposer qu'on fasse une pause pour écouter le ministre d'État, qui est un peu le président de cette commission au sein de laquelle vous essayez de réfléchir aux négociations pour trouver des solutions aux problèmes. Nous allons l'écouter sur ce que le ministre d'État, excusez-moi monsieur le secrétaire général, sinon le temps qui nous est imparti en train de s'envoler, nous allons aller au pas de charge pour pouvoir nous rattraper en fin d'émission et dire ce qui reste d'essentiel. Donc le ministre d'État, Hablay Biotchane, chargé du développement, est revenu sur certains points clés sur lesquels il a souhaité que vous teniez une réunion un jour. Nous allons écouter ces points-là et voir ce qu'il en est aujourd'hui. Premièrement, donc, la question des libertés. Deuxièmement, le relèvement du SMIC, la hiérarchisation des salaires et la revalorisation du point indiciaire. Troisièmement, le point de l'application des statuts particuliers des enseignants de la maternelle, du primaire et du secondaire. Quatrièmement, le point du niveau de satisfaction des doléances du secteur de la santé. Cinquièmement, la coordination entre le FNRB et la CNSS. Sixièmement, la question des réformes du gouvernement. Septièmement, la planification des discussions sur les doléances sectorielles. Et enfin, questions diverses, huitièmement. Alors, monsieur le secrétaire général, nous venons d'écouter le ministre d'État sur 8 points essentiels qu'il vient d'énumérer lors de vos négociations. Sur ces 8 points-là, qu'est-ce qui a bougé fondamentalement, monsieur le secrétaire général? Non, en fait, ces 8 points, ce ne sont que les points de l'ordre du jour. Voilà. Mais en réalité, ce sont ces 8 points qui se résument en 5 points, en 5 volets de revendication. Le premier grand volet que j'ai défini, j'étais en train de citer, j'ai parlé de la ruine de l'école, il y a la ruine de la santé où il y a manque d'enseignants, d'agents de santé, où il y a le plateau technique insuffisant, où les conditions donc, de soins aussi. Vous savez, quand on parle de plateau technique au niveau de la santé, il y en a qui ne comprennent pas.
Il y a des médecins spécialistes qui peuvent opérer des malades au Bénin, mais par manque de matériel nécessaire. On réfère les gens au Maroc, en Tunisie, en Afrique du Sud, en France. Donc c'est ça le problème du plateau technique. On parle d'IRM qu'on n'a pas au Bénin ici. Il y a trop d'évacuations sanitaires et ça coûte beaucoup à l'État. Et ça coûte beaucoup à l'État. Bien sûr. Vous savez, en temps même au niveau de l'OMEL, l'hôpital de la mère et de l'enfant, et les gens étaient là sans une table d'accouchement pendant 3 mois. Il a fallu que les gens fassent grève pendant longtemps pour qu'un privé puisse acheter une table à 10 millions. Donc, il y a en dehors de ces conditions de plateau technique insuffisants, les conditions de travail des enseignants, des agents de santé, qui réclament même des arriérés de primes datant de 2007 et qui réclament un minimum de conditions pour leur permettre de travailler, pour qu'ils ne soient pas obligés, après le service, d'aller encore dans les cabinets ou cliniques privées pour se fatiguer. Leur nombre est si insuffisant que beaucoup meurent avant l'âge à cause du flux de travail. Alors, il y a d'autres revendications, d'autres secteurs, tels que le ministère du Plan, le ministère de l'Agriculture, les travailleurs de la justice, les travailleurs du port, des TP, de la décentralisation, des sports, ainsi de suite. Il y a des problèmes partout. Il y a tous ces problèmes. Les 7 points-là se répartissent, les revendications tournent autour de ces points. Mais finalement, lorsqu'on fait le point des revendications, aucune revendication n'a eu de suite. Mais le gouvernement ne aucune revendication n'a eu de suite. Vous l'avez entendu à travers la presse, le gouvernement lui-même, puisque les points qu'on a cités, même les points qu'on a cités, vous avez suivi, que cela soit même au niveau de la santé, où on a fait des promesses. Les gens sont allés en grève pendant plusieurs mois, on a négocié. Et pendant qu'on n'a pas accordé ce qu'on a promis, on est passé derrière eux pour leur arracher le droit de grève. Dans le secteur éducatif. Le secteur éducatif. Là, le secteur éducatif, le gouvernement a estimé avoir fait des efforts. Non, lorsqu'on parle du secteur éducatif, je vous ai dit, le premier problème, c'est d'abord le recrutement des enseignants. Il y a la question du statut particulier. Non, je dis que le premier problème, ce n'est pas les statuts particuliers. C'est l'effectif de... C'est le recrutement. Même si on donne 1 million, 2 millions à un enseignant qui est seul dans son école, de 6 classes, il fera quoi? Il ne pourra pas. Ce qui concerne même tout le monde là, c'est d'abord le recrutement. Ça fait 1. D'accord. Le recrutement permet à l'enseignant qui est déjà recruté, qui est dans l'école, de se sentir à l'aise pour travailler. Évidemment, la question des statuts particuliers, pour laquelle nous nous sommes battus, et depuis 2015, nous avons pu améliorer les statuts particuliers. Mais on était sur le point de gagner quand il y a eu des manœuvres un peu comme vous le constatez cette année. On devrait avoir des statuts avec des chiffres, avec des coefficients. On avait tout fait. Mais à la dernière minute, nous avons encore manqué de vigilance parce qu'on n'a pas été unanime pour insister jusqu'au bout. Le pouvoir nous a divisés et on a pu obtenir des statuts sans chiffres. C'est-à-dire des statuts littéraires. Et aujourd'hui, vous réclamez encore des décrets d'application de ce statut. Les gens disaient non, il faut des arrêtés. On disait, mais lorsqu'un article prévoit un avantage, par exemple, indemnité de crèche, on doit prévoir un chiffre. Indemnité donc d'habillement vestimentaire, on doit prévoir un chiffre. On a prévu des articles sans des chiffres en 2015. Et on a lutté, on a fait grève. Finalement, ce n'est que ce dont on avait droit que l'État refusait de nous donner, le 1,25 qu'on avait donné à tout le monde depuis 2011 là. C'est ça ce qu'on a obtenu. Ce qui fait que maintenant, on est obligé de se battre pour obtenir comme mettre des chiffres au niveau des articles. C'est là où on parle d'arrêté d'application. Et ça fait que sur pratiquement au moins 9 arrêtés d'application qu'on devait prendre, ils n'ont pris que 6. D'abord, ils ont pris 6 8 dans projets. 9, ce n'est pas ils ont que pris 8 projets d'arrêté. Sur les 8 projets d'arrêté, ils n'ont pas pris un projet d'arrêté portant indexation sur les salaires. Ce qu'on appelle indexation sur les salaires, c'est un coefficient qu'on applique au salaire du travailleur.
on applique à l'indice. C'est ça qui permet d'augmenter le salaire. Et ça permet de le suivre jusqu'à la retraite. Bien sûr. C'est pour ça que les enseignants insistent. Quand ils parlent souvent de statut particulier, ce qui les préoccupe, c'est qu'est-ce qui va fondamentalement améliorer leur salaire et que ça les accompagne jusqu'à la retraite. Monsieur le secrétaire général, nous allons évoluer toujours et le gouvernement estime avoir déjà fait des efforts. Nous allons écouter ces efforts et réagir là-dessus. Voilà. Nous allons écouter à nouveau le ministre d'État qui nous parle un peu des efforts que le gouvernement a eu à faire lors d'une conférence de presse. Il l'a dit pour vous appeler à la table de négociation. Nous l'écoutons à nouveau. Des avancées significatives ont été présentées et enregistrées sur la plateforme revendicative des syndicats, notamment dans le secteur de l'éducation. En effet, le gouvernement s'est engagé pour la signature de 6 arrêtés d'application du statut particulier des enseignants et a même consenti à augmenter le montant de la prime de craie ainsi que celui des indemnités de documentation. Concession appréciée par les partenaires sociaux. Ce, malgré les besoins d'investissement au profit de toutes les couches sociales du pays, particulièrement les plus vulnérables. Pour l'application des 10 arrêtés, c'est plus d'1 milliard de francs CFA en 2018 et 1,5 milliard en 2019 qui seront débloqués. Les salaires du mois de février des agents permanents de l'État, des agents contractuels de l'État et des vacataires sont payés. D'autres progrès ont été réalisés dans les secteurs de la santé et de l'éducation sur la liste des revendications des partenaires sociaux. Voilà donc, monsieur le secrétaire général, le gouvernement estime avoir fait beaucoup d'efforts. Vous avez écouté le ministre d'État. Quelle est votre réaction? Non, les efforts qu'ils disent avoir fait, vous avez entendu parler de milliards en 2018, milliards en 2019. Il a parlé de 6 arrêtés qui auraient été pris. Est-ce que vous pouvez imaginer que en 2018, que 6 arrêtés résumés pour un enseignant de la catégorie A1, donc de la catégorie supérieure, que l'ensemble des avantages des 6 arrêtés annuellement soit chiffré à 28 000. Annuellement. Annuellement. Pour trouver donc le revenu mensuel, il faut diviser 28 fois 12 pour trouver le revenu. Ce qu'ils gagnent chaque mois. Ceux qui sont de la catégorie B sont autour de 23 000. Et ceux qui sont de la catégorie C, les instituteurs avec CEAP et autres, là, sont autour de 20 000 par an. Pendant que vous estimez que c'est très peu. Tout près, non, c'est pas qu'on estime. Pendant qu'au Burkina tout près, des enseignants, dans un pays enclavé, des enseignants ont une prime mensuelle qui avoisine 28 000. Mensuel. Au Bénin, 6 primes rassemblées font 20 000, font 23 000, font 28 000. Et c'est ça que le gouvernement appelle effort. Pendant ce temps, des ministres, on nous parle de 16 millions. Finalement, comme le gouvernement refuse de communiquer les salaires des ministres, on ne peut plus savoir. Des préfets sont à 5 millions, ainsi de suite. Ce qui veut dire que le gouvernement lui-même, pendant qu'il sait que des gens sont en difficulté, pendant qu'il sait que les salaires sont bas, voilà ce qu'il propose. Il n'y a pas que ça. Parce que ça, il n'y a pas que ça. Ils ne proposent rien pour les vacataires. Ils ne proposent rien pour les gouvernement dit qu'ils ont payé les vacataires et qu'il y a eu beaucoup de progrès aussi dans le secteur de la santé. Le problème des vacataires est le suivant. Le vacataire, c'est un enseignant diplômé qu'on a recruté un peu comme un tâcheron. Voilà, un peu sur le tas. Qui fait le travail de l'enseignant permanent. C'est-à-dire que là où il est, c'est une place qu'il occupe. Voilà. Et si plus de 90% des enseignants sont vacataires. C'est-à-dire qu'ils doivent être au CG Bégamé, au CG Akpakpa, au CG Pylône pour rechercher des heures et le soir être obligé d'aller chercher des heures dans des maisons pour survivre
quel est le travail qu'il fera? Pourquoi ne pas le recruter, le sédentariser comme agent de l'État, le former, l'encadrer pour qu'il sache qu'il peut vivre de cela? Tout ça, ça requiert des moyens. Oui. Et vous avez un pays qui a une économie que vous savez. Est-ce qu'on peut vraiment recruter des enseignants suffisants? Là où nous en sommes maintenant, ou faire des vacataires des enseignants permanents, leur donner la formation qu'il faut, c'est des moyens, leur donner les salaires qu'il faut, avec toutes les réclamations au plan salarial que nous avons déjà, et notre économie pourrait supporter cela. Est-ce qu'il ne faille pas que les syndicalistes mettent un peu de l'eau dans leur vin aussi, pour essayer de comprendre qu'on peut aller mollo mollo ou aller à des gradients? Monsieur le journaliste, la question des moyens, c'est une question sérieuse. On pourrait se dire effectivement que c'est possible que l'État n'ait pas les moyens. Mais avoir le train de vie, vous-même, vous avez suivi. Quand on a porté le salaire des préfets à 5 millions, quand on nous a dit qu'il y a des ministres qui sont venus de l'étranger et qui peuvent être à 16 millions ou peut-être même plus. Ce n'est pas le salaire qui est à 5 millions, monsieur le secrétaire général. C'est le salaire qui est à 5 millions. Non, c'est le salaire qui est à 5 millions. Tout le reste, on ne peut pas mettre le carburant à 5 millions. Le carburant qu'il utilise dépend des missions qu'il effectue. À part le salaire, ce sont les salaires, le domicile et tout le reste, c'est tout ça englobé qui donne les salaires sont à 5 millions, je vous dis. Ils ont voulu tromper des gens. On ne peut pas me tromper, moi. Moi, je suis un vieux de la vieille. Monsieur le secrétaire général, allez-y, oui. Comment on appelle les moyens même de l'État. Oui. La façon dont les moyens de l'État sont gérés. Je voudrais montrer l'exemple. Les scandales. Tous ceux qui font l'objet des scandales de plusieurs milliards. Alors là, que cela soit de l'Assemblée nationale. La corruption que mène le gouvernement. Non, que cela soit les scandales de Maria Gleta, de l'Assemblée nationale et de partout. Oui. Est-ce que vous avez appris qu'on poursuit quelqu'un véritablement? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un système de contrôle qui permet au travail? Vous apprenez maintenant que c'est les gré à gré. C'est les gré à gré. Et vous apprenez même, vous avez entendu un député dans ce pays dire que les députés, en dehors de leur salaire, sont payés pour voter des lois. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de millions. Et puis, monsieur le journaliste, attendez un peu. Il faut en avoir la preuve aussi avant de l'affirmer. Je dis que le député a dit, au moins 2 députés ont dit, on a entendu que pour voter dans... Peut-être que ceux qui ont dit sont corrompus, mais tout le monde n'est pas corrompu. Non, on dit, on nous a donné de l'argent pour voter, la personne a refusé de voter. Et tout le monde sait. La preuve, la question de corruption, tout le monde sait comment ça se passe dans notre pays. D'ici là, aux élections, vous allez voir, les milliards vont encore sortir. Donc, il ne manque pas d'argent. C'est sa volonté quand même de boucher ces sorties d'argent afin de permettre à l'économie d'être plus revigorée. Mais comment on peut boucher les sorties d'argent et soi-même? Comment est-ce qu'on veut que le pays se développe? Quand soi-même, on s'accapare les biens de l'État. Le PVI qu'on a ramené. Le PVI, c'est l'État. Le chef de l'État n'a plus aucune entreprise qui soit pour lui, qui travaille pour lui. Oui, mais il a des partenaires. Il dit qu'il a confié ça à tes partenaires. Il n'a pas confié ça à n'importe qui. C'est à ses partenaires. Les Olivier Bokor. Olivier Bokor est au palais, non? Et il est même tout le temps avec le président. Il voyage avec le président. Il est même super ministre. Il n'est pas nommé à la présidence. Il est à la présidence. Il n'est pas ministre, mais il est plus que ministre. Donc, ça veut dire quoi? Si on a pris PVI pour confier à un privé, PVI pouvait rapporter beaucoup d'argent pour le pays. Si on a pris et on a fermé la Sonapra pour habiller Sodeco, pour habiller AIC, qui sont des sociétés privées, si aujourd'hui le président lui-même ou ses acolytes ou ses collaborateurs ont le coton, lorsqu'on crie les tonnages de coton qu'on a, mais ce qu'on oublie de dire, le coton ne rapporte pas aux Béninois. Le coton rapporte à ceux qui sont intermédiaires et à l'étranger. Le coton ne rapporte pas. Donc, si vous parlez, vous prenez par exemple le port. Lorsque vous privatisez les secteurs publics qui pouvaient rapporter de l'argent à l'État, la privatisation n'est pas forcément la rareté d'argent dans les comptes de l'État. On peut privatiser et savoir qu'est-ce que le privé rapporte dans l'économie nationale. On peut le savoir. La privatisation ne signifie pas systématiquement la dilapidation des ressources de l'État. Non, la privatisation signifie ceci. Lorsque aujourd'hui vous avez pris le port que vous avez confié aux Belges, le port désormais va supporter les Belges, va supporter l'État béninois,
va supporter le port et va même supporter les intermédiaires qui ont permis aux Belges d'obtenir. Ça fera au moins 4 structures qui seront supportées. C'est vous qui le dites, monsieur. Mais c'est cela, c'est comme ça que ça se passe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on diminue la puissance, les moyens de l'État d'avoir plus de ressources. Lorsqu'on prend le secteur public pour privatiser, on diminue, on dit le privé fait bien, mais pour lui, il ne fait pas pour l'État. Et si on estime que dans le public, il y a un désert de compétences, il n'y a pas les compétences qu'il faut, et les gens qui ont une expertise avérée dans le domaine, on peut les amener pour essayer de booster. On peut, si on veut des compétences, on peut aider à encadrer. On ne peut pas dire que depuis que notre bois existe, je ne sais depuis combien d'années, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, qu'on n'a pas de compétences jusqu'ici. J'ai dit au palais, à monsieur le président de la République, par rapport au parc Panyari, qui ne peut pas prendre les expatriés sud-africains pour venir gérer le parc. La preuve, ils ont déjà ouvert d'aérodrome. Et en 1990, je lui ai rappelé l'expérience pendant la transition. Ce sont ces mêmes Sud-Africains qui sont venus dans le parc par l'intermédiaire du président Eyadema pour prélever nos animaux qu'on appelle des hippotraques. Pour amener en Afrique nous allons parler de la grève. Bref, nous allons parler de la grève. C'est pour vous dire que lorsqu'ils ont déjà ouvert d'aérodrome là, c'est pour transporter certainement nos animaux, ce que Patrice Trépois a dénoncé. Donc, lorsqu'on privatise, on diminue les moyens de l'État. Si le président veut avoir les moyens de l'État, il ne peut pas prendre les ressources de l'État et les confier au privé. Donc, si on a besoin d'argent pour la santé, on a besoin d'argent pour l'école et pour les autres secteurs, parce qu'on parle de l'école, il ne faut pas oublier l'université aussi. Aujourd'hui, on parle du LMD. On ne peut pas appliquer le système LMD sans enseignants. Bien sûr. Donc, et c'est pour ça que les étudiants sont allés en grève. On a invalidé l'année, on a radié les dirigeants. Et on veut réduire tout le monde au silence. Donc, les différentes préoccupations dont le ministre d'État parle, oui, nous n'avons même pas discuté. Ils se sont contentés seulement des statuts particuliers. Vacataires, on n'a rien dit, on dit qu'une commission est en train de travailler. On ne sait pas quand est-ce que la commission veut finir son travail. Les contractuels reversés depuis 2008, on dit une commission travaille et qu'elle va même radier des gens, qu'il y a même des faux, des mal engagés. Or, c'est grâce à ces reversés de 2008 qu'on a quelque peu diminué le manque de travailleurs, le manque d'enseignants dans le secteur de la santé et même de l'administration. C'est cela encore qu'on veut radier. Donc, globalement, et puis, on constate que la gestion des ressources publiques, si vous regardez très bien, la gestion des ressources publiques ne profite qu'à ceux qui sont au sommet de l'État. Au chef de l'État, à ceux qui sont autour de lui. Vous le dites. Dans ces conditions, oui, mais je le dis. Il va falloir le vérifier parce que... Je fais partie, je suis bien placé pour le dire. Moi, je fais partie de ceux qui, ont vérifié. Depuis près de 30 ans... Vous n'êtes pas à côté de la marmite comme moi, monsieur. Depuis près de 30 ans, moi, je lutte pour l'assainissement de la gestion de notre pays. J'en sais quelque chose, monsieur le secrétaire général. Donc, rien ne peut pas arriver sans que je ne m'intéresse à comment ils gèrent. Or, ceux qui viennent, ils n'ont pas souffert. Ils viennent, ils s'accaparent. C'est l'accaparement même des biens de l'État. Ils s'en vont avec et ça ne leur dit rien. C'est pour ça que les travailleurs sont en grève. Et justement, par rapport à la grève, par rapport à cette grève qui est en cours depuis, il est arrivé une étape au cours de ce processus que vous gérez depuis pour pouvoir réclamer à l'État vos dus, que la grève soit déclarée illégale. Nous allons écouter le ministre de la Justice, Joseph Diogbenou, par rapport à la question. La loi prescrit que le premier acte, c'est l'acte de négociation, quel que soit l'objet du litige, et que cette négociation doit être nécessairement sanctionnée par un procès verbal. Un procès verbal qui en constate soit l'accord ou le désaccord. Et que ce n'est qu'à la suite, et non avant, qu'à la suite de ces négociations sanctionnées par un procès verbal, qu'un préavis est adressé aux autorités compétentes. Et la loi elle-même dit que, faute par les organisations syndicales de respecter les conditions qu'elles fixent, les grèves sont illégales. Le gouvernement ne peut que constater l'illégalité de ces grèves. L'État doit revenir dans notre société. L'État, c'est l'application de la règle de droit. Et la loi portant conditions d'exercice du droit de grève est totalement explicite
sur la procédure, le gouvernement tirant la conséquence de ce que les grèves sont illégales, les agents qui sont au service de l'État, qui ne sont pas à leur poste, et plus grave encore, de manière réitérée, sont en situation d'abandon de poste. En situation d'abandon de poste. Eh bien, monsieur le secrétaire général, vous avez écouté le ministre de la Justice par rapport à cette question de grève qui a, au fil des jours, amené cette question de défalcation pour faire de grève, qui a bloqué les négociations systématiquement. Alors, quelle est votre réaction par rapport à cette lecture de la loi sur le droit de grève? Merci. Vous avez suivi le ministre de la Justice. Oui. Je ne sais pas quel mot il faut utiliser pour qualifier l'acte du gouvernement. Je rappelle que lorsque nous avons déclenché cette grève générale à partir de janvier, vers fin janvier, le gouvernement nous a invités aux négociations. Nous avons fait une session extraordinaire qui a duré 3 jours. C'est vrai. Sur la base de nos motions de grève. Bien sûr. Et c'est après l'échec de ces négociations que le président nous a invités au palais le 6 février. Bien sûr. Où il nous a dit qu'il nous invitait pas pour discuter sur les revendications, mais pour échanger sur son programme. Et finalement, on a parlé non seulement de son programme, mais on a parlé aussi des revendications. Où d'ailleurs, il ne nous a pas laissé tellement, il avait dit que c'était les échanges, mais ça a été beaucoup plus un monologue que les échanges. Il a fait un cours et les gens nous ont même demandé si les secrétaires généraux étaient des élèves, pourquoi on n'a pas pu parler. Encore que ce qu'on a dit, continuons sur l'essentiel, ce qu'on a dit n'a pas été développé. Temps. Bien sûr. Donc, c'est pour vous dire déjà que c'est incohérent de commencer par négocier avec des gens qui ont fait une grève illégale et brutalement découvrir que la grève est illégale et commencer par dire que les gens seront radis. Ce qu'il appelle procédure. Voilà. Nous avons négocié 2016-2017, soit avec procès verbal ou sans procès verbal. Le procès verbal, c'est l'initiative du gouvernement. C'est lui qui dirige les négociations. C'est lui qui est président, vice-président, ainsi de suite. Nous discutons, nous n'obtenons rien. Le procès verbal dont il parle dit quoi? Dit qu'on s'entend sur le fait qu'on ne s'est pas entendu. C'est-à-dire qu'il faut signer un papier qui dit qu'on ne s'est pas entendu. Vous n'avez pas entendu sur l'essentiel. Mais la dernière fois, lorsque nous avons quitté la salle, quand ils ont négocié là, quand ils ne se sont pas entendus, est-ce qu'ils ont signé un procès verbal? Quand ils ne se sont pas entendus, les autres secrétaires généraux qui étaient restés dans la salle ont dit, bon, mettez dans le relevé de conclusion que les confédérations syndicales exigent que pour sortir de la crise, la question de défalcation, rétrocession des défalcations devient une question préjudicielle. Le président de la commission dit que si on met ça, lui ne signe pas. Et ils sont partis sans rien signer. Est-ce que c'est la faute des travailleurs? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que la question de PV dont tu parles, c'est un faux problème. On a négocié pendant longtemps, on n'a rien obtenu. Nous avons fait des préavis de grève, ils n'ont pas réagi. Nous sommes entrés en grève, ils sont venus faire du dilatoire et ayant constaté qu'ils ne veulent rien donner, le président fausse tête baissée et il déclare de façon extraordinaire que la grève est illégale, alors que c'est eux qui se retrouvent dans l'illégalité. Parce que je rappelle que l'article 25 de la loi portant exercice du droit de grève au Bénin précise que les grèves qui concernent les revendications des droits acquis et la dénonciation des violations des libertés ne donnent droit à aucune défalcation. Vous avez entendu. Et sur ces questions-là, justement, les magistrats ne connaissent pas le droit, bien sûr. Lors des négociations, justement, on a constaté que vous avez réagi par rapport à ça et que par rapport essentiellement à cette question préjudicielle de rétrocession des fonds défalqués pour faire de grève, vous aviez réagi, vous êtes sorti de la salle le jour-là, on vous a écouté. Nous allons vous réécouter à nouveau. La CSTB a demandé à savoir
ce qui se passe de la défalcation. Qu'est-ce que le gouvernement dit? Nous ne pouvons pas rester dans la salle pour être victimes de la duperie. Donc le mouvement se poursuit, le combat se poursuit. Si le et il faut intensifier. La CSTB retourne à la table? Oui. Mais c'est clair. Voilà donc, monsieur le secrétaire général, l'ambiance était folle le jour. Là, on a vu également les enseignants venir de façon spontanée, manifester pour dire si vous ne rétrocédez pas les fonds défalqués pour faire de grève, que les négociations ne se poursuivent pas. Messieurs, les secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales, quittez les négociations. Oui, c'était normal. C'était normal que les gens, ce n'est pas seulement les enseignants, les travailleurs étaient venus manifester et c'est normal. Nous sommes dans un pays où des gens sont éclairés un peu partout, même à Washington, à Paris, quand les gens se réunissent, même l'ONU se réunit, les intermondialistes, les gens se manifestent, disent leur position, donc c'est normal. Et vous savez, ce jour-là, ils ont été dispersés par la police, sous la direction même du directeur général de la police. On est venu les heureusement, disperser. il n'y a pas eu de scène de violence. Il y a eu de scènes de violence, bien sûr. On les a fait sortir. On les a conduits dans le silence. Pas dans le silence, c'est vous qui n'avez pas suivi. Lorsqu'ils sont sortis, on les a fait sortir. Et finalement, c'est par jet d'eau chaude qu'on les a chassés justement des lieux. Donc, ça veut dire quoi? Ce n'est pas... C'est la rage même qui a commencé. Maintenant, vous avez entendu, je n'ai plus rien à expliquer parce que effectivement, pourquoi nous sommes sortis? Nous sommes sortis parce que déjà le 22 février, nous avons appris qu'il y a défalcation. Nous avons interpellé le gouvernement par rapport à la défalcation. Il a confirmé qu'il était en train de défalquer et qu'il avait fait pour les autres et pour les gros effectifs qu'il était en train. Et nous avons protesté tous. Nous avons exigé que la rétrocession des sommes défalquées soit faite avant qu'on ne poursuive la négociation. Parce que la signification de la défalcation, c'est la remise en cause de la grève. Eux-mêmes ils disent que la grève est illégale. Or, c'est eux qui sont dans l'illégalité. La preuve qu'ils sont dans l'illégalité, c'est qu'ils négocient avec nous depuis des semaines et puis brutalement, ils se lèvent pour dire que la grève est illégale. Donc, et bientôt 3 mois que vous luttez, monsieur le secrétaire général, et on sent un essoufflement. Sur cette centrale syndicale unie pour le combat, on sent déjà qu'il n'en reste que 3 dans la lutte. Les autres se sont essoufflés. Quelle est votre réaction? Est-ce que vous ne sentez pas qu'il y aura également un essoufflement des travailleurs qui risquent de reprendre le travail de façon spontanée, par effet d'entraînement? Non, ce ne sont pas les centrales syndicales qui font la grève. Ce sont les travailleurs qui font la grève. À la base. La grève, c'est un droit du travailleur. Ce n'est même pas un droit du syndicat. On n'est même pas obligé d'être membre d'un syndicat avant de faire grève. C'est vrai, la grève aussi individuelle. Le syndicat aide le travailleur à bénéficier de son droit de grève, comme le transporteur aide le citoyen à bénéficier de son droit d'aller et de venir. Ce n'est pas le transporteur qui a le droit d'aller et de venir, mais c'est le citoyen qui a ce droit-là. Si je vous comprends bien, c'est pour vous dire même que quand les syndicalistes... nous, les secrétaires généraux, oui. nous avons déclenché la grève parce que les travailleurs sont mécontents. Ils nous demandent de signer une motion pour déclencher. Et autour de leurs revendications que j'ai déjà rappelées. Oui. Mais tant que ces revendications ne sont pas satisfaites, nous avons été à la base pour déclencher. Les travailleurs nous disent revenez à la base avant d'arrêter. Okay. Mais vous suivez, nous faisons des tournées, nous effectuons des tournées, nous rendons compte. Et les travailleurs sont toujours mécontents. Vous avez suivi, même ceux qui avaient arrêté les magistrats, les agents de santé. Les agents de santé n'avaient pas été satisfaits. Mais c'est toujours pour question de sentiment, pour question donc d'amour pour la patrie, c'est-à-dire la question de santé sensible. Oui. Ils ont dit on reprend d'abord, mais on les frappe. On les frappe en défalquant. On frappe en défalquant des gens qui avaient de petits salaires qui réclament. On leur défalque le salaire. Qu'est-ce que voulez-vous qu'on fasse? Vous dites donc que les gens se sentent fatigués. Non, les travailleurs ne sont pas fatigués. Des chefs au sommet du mouvement peuvent se sentir fatigués parce que le gouvernement, quel est son rôle? Au lieu d'écouter les travailleurs, au lieu de s'occuper de la satisfaction des revendications, de voir même ce qui... Vous voyez, j'ai cité 5 catégories de revendications. Bien sûr. Question des libertés, question de révaluation du SMIC et autres, là, question de privatisation, question de ruine de l'école, de la santé et les revendications d'autres sectoriels. Si vous prenez par exemple la première revendication liée aux libertés, le gouvernement n'a pas besoin d'argent pour régler ça.
l'arrêt des privatisations, le gouvernement n'a pas besoin d'argent pour régler ça. Même là où il a besoin d'argent, c'est une question de programmation, c'est une question de discussion. Mais le gouvernement n'a pas la volonté de régler. À partir de ce moment, au lieu de régler, il provoque, il frappe. Il écrit une nouvelle loi sur la grève. Actuellement, la défalcation, la signification de la défalcation, c'est une nouvelle loi que Patrice Talon est en train d'écrire, de réécrire. C'est-à-dire, désormais, l'exécutif vous faites pas grève. Une loi. Oui, c'est une loi. Désormais, vous faites grève, je défalque. Si je défalque, vous arrêtez. Donc, il n'y a plus de grève au Bénin. C'est ça qu'il est en train d'écrire. C'est ce qui fâche les travailleurs qui, heureusement, ont organisé des coordinations communales et départementales. Les coordinations sont constituées de tous syndicats. Et depuis, le gouvernement n'a plus défalqué. Et ils sont, le gouvernement n'a plus et défalqué. ils sont en grève. D'abord, la provocation doit s'arrêter. Il faut que le gouvernement revienne, montre qu'il veut négocier. Pour montrer qu'il veut négocier, le gouvernement il faut que, dit sa ferme volonté de vouloir non, vous ramener à la table des négociations. Non. Et de main tendue. La main ne peut pas être tendue pendant que tu tiens le couteau, tu es en train de poignarder. Il a poignardé en retirant le mais le mois qui a suivi, vous savez, vous n'avez pas travaillé, mais on n'a pas, pas retiré le salaire. On propose aux enseignants 20 000, 23 000 par an et on leur défalque 50 000, 100 000, 200 000. Vous allez prendre combien d'années pour récupérer 100 000 qu'on vous a défalqué pendant qu'on vous donne 20 000 francs par an? Du point de vue même... À faire tous ces petits calculs, est-ce qu'on ne risque pas de s'enliser toujours dans la crise? Non, le problème même, c'est que vous-même, en tant que journaliste, si on vous dit aujourd'hui, après 3 mois de grève, où les écoles sont fermées, les centres de santé sont fermés, les tribunaux sont fermés, si nous retournons à l'école maintenant, sans avoir rien obtenu, quel compte on rend même aux élèves? Quel compte on rend aux malades? Quel compte on rend aux populations? Qu'est-ce que nous avons obtenu? C'est pour ça qu'il faut être jusqu'au boutiste. Le gouvernement, c'est pas être jusqu'au boutiste. Est-ce qu'il ne faut pas revoir un peu la lutte? Ce qu'on appelle être jusqu'au boutiste, oui, c'est peut-être lorsque vous avez une liste de revendications. Vous avez 15 revendications. Et vous estimez que si les 15 revendications ne sont pas satisfaites, vous ne cessez pas. Vous avez 15 revendications et on n'a même pas satisfait à un quart d'une revendication. Et vous reprenez. C'est pour ça que tout le monde demande à nos camarades qui ont dit qu'ils veulent sauver l'année. On a dit non, ils ne sauvent pas l'année. Ils veulent tuer l'année. L'année passée, on est en grève. L'année surpassée, on est en grève. Et on cesse sans rien obtenir. Et on va s'arrêter au final. On va faire 3 mois et on s'arrête, on reprend, on n'a rien obtenu. L'année prochaine, les mêmes causes produisant les mêmes effets, on va faire encore grève. Les parents, vous devez constater ceci. Finalement, c'est un travail décisif. La lutte syndicale est là, mais ça ne donne jamais de résultats. Chaque année, on reprend la même chose. Oui, la particularité de cette grève, monsieur le journaliste, c'est que toutes les autres années, quand les travailleurs allaient en grève, surtout les enseignants, à un moment donné, les parents disent, vraiment, les enseignants, vous avez raison, mais pensez à nos enfants. Mais aujourd'hui, les gens n'ont pas ce langage. Les gens disent, vous avez raison. Continuez de lutter pour obtenir au moins un peu. Vous êtes sûr? Il y a certains parents d'élèves qui grincent. Ils disent que le président Talon exagère. Il n'a qu'à régler vos problèmes. Il ne faut pas que vous puissiez cesser sans... Votre sondage n'a pas atteint 30% de la population béninoise. Je reçois des messages. Il y a certains parents d'élèves dont justement les enfants vont à l'examen qui se plaignent. Même dans les villages, vous ne voyez pas que les élèves même sont fâchés. Les élèves marchent contre le gouvernement. Les étudiants sont en grève. Les élèves marchent pour demander au gouvernement de régler les problèmes des enseignants pour que l'école reprenne. Mais c'est ça. Les parents d'élèves, je reçois des coups de fil de partout. Vous avez raison. Continuez. Si vous revenez, si vous reprenez sans rien avoir, on ne veut plus apprendre l'année prochaine que vous faites encore grève. C'est ce que tout le monde dit. Et ils ont raison. On aura perdu 3 mois gratuitement. Et on n'aura rien obtenu et on va reprendre. Et l'année prochaine, on va encore attendre pour dire qu'on... Non. C'est pour cela que c'est des pressions. Et on comprend pourquoi le gouvernement ne satisfait pas. Il se dit qu'il peut réussir à diviser les syndicats. Il espérait amener les syndicats à travers diverses formes de pression à faire reprendre ce qu'il a obtenu. Malheureusement pour lui, ça ne peut pas marcher parce que les travailleurs ont atteint un niveau où le sommet ne peut plus arrêter le mouvement.
Les télécommandes de la grève ne sont plus dans les bains des secrétaires généraux. C'est passé au niveau des départements. Si vous n'allez pas au niveau du département... Néanmoins, monsieur le secrétaire général reconnaît certains secrétaires généraux comme étant des battants, des lutteurs. Et justement, par rapport à ça, lorsque on a suivi un peu le parcours de la CSTB, on se rappelle de monsieur Azoua Gaston, avec une manière forte de lutter. On n'a pas su qui pouvait être remplacé. On a vu après son adjoint, M. Essaïko, qui a fait très fort aussi. Et on se disait après Essaïko, il n'y aura plus personne. Et vous, voilà, vous êtes là, et déjà le gouvernement sans votre présence. Je vous propose d'écouter cet extrait. Donc la lutte syndicale, c'est vous, parce que vous avez la centrale syndicale la plus représentative de notre pays. Et on se dit, tant que Kassa Mampo n'a pas baissé la garde, la lutte syndicale ne va pas baisser la garde. Votre réaction? Merci. Vous avez rappelé un peu l'histoire des différents secrétaires généraux de la CSTB. Je rappellerai même que le secrétaire général fondateur de la CSTB, il s'appelle Paul Koudoupo. C'est l'ancien proviseur du lycée Béhanzin. Vous avez raison. Professeur de physique. Oui, le professeur de physique. Il a été secrétaire général dans la clandestinité. Oui, au temps du PRP. au moment les plus difficiles. Voilà. La CSTB a été créée dans la clandestinité au Nigeria en 1982. Et c'est justement là que vous avez une certaine peinture politique que les gens détestent souvent, parce que votre lutte a beau être une bonne lutte. Oui. Il y a un côté politique de votre lutte syndicale qui gêne plus d'un. Mais justement, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Si vous luttez contre un gouvernement, le gouvernement est politique. Vous luttez contre un gouvernement. Vous luttez contre sa politique. Une force politique. Vous luttez nécessairement, vous devez comprendre la politique du gouvernement. Si vous ne comprenez pas la politique d'un gouvernement, vous ne pouvez pas combattre sa politique. Nous combattons la politique de gouvernance économique, de gouvernance politique, de gouvernance sociale de Patrice Talon, parce que nous le comprenons, nous savons d'où il est venu. Et a même participé à son avènement au pouvoir. Nous comprenons très bien et nous savons, lorsqu'il pose un pas, nous savons où est-ce qu'il veut aller. C'est ce que les gens nous reprochent. Et on nous dit, mais pourquoi nous, on est politique? C'est tout à fait normal. La politique, c'est la gestion de la cité. C'est ça. Et là, le syndicat défend les intérêts matériels et moraux des travailleurs. Mais pourquoi ne voulez-vous pas qu'on s'intéresse à ceux qui s'occupent de la défense des intérêts matériels et moraux? On nous dit qu'on est proche du Parti communiste. Mais c'est le Parti communiste qui a même créé la CSTB en 1982. C'est grâce au Parti communiste que nous recevons les conseils pour savoir comment le gouvernement avance. C'est grâce au Parti communiste qu'on n'a pas signé la charte des partis de dialogue social en 2016. Le Parti communiste, que tout le monde reconnaît comme père de la démocratie au Bénin, puisque pratiquement... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que monsieur le secrétaire général, qui a donc les mains dans l'ombre. Non, nous bénéficions de tous les conseils. Ce n'est pas seulement le parti qui nous conseille. Tous ceux qui peuvent nous conseiller pour lutter pour la conquête comment on appelle, pour la satisfaction de nos revendications, nous prenons. Mais le Parti communiste, c'est notre conseiller numéro 1. Et c'est grâce à lui que généralement, nous ne plions pas les Chines. Vous avez une formation forte. Nous avons une formation qui nous permet d'être collés. Ce que le Parti communiste nous enseigne, soyez collés aux revendications des travailleurs, un point, c'est tout. Nous allons y revenir au cours de nos autres débats, parce que nous savons que vous faites également partie d'un grand ensemble, le Front, pour le Socio-Patriotique, qui est également une force politique qui fait beaucoup bouger le gouvernement. Nous allons commencer par tirer déjà les conclusions de cette émission. Le temps qui nous est imparti est vite parti. Monsieur le secrétaire général, en conclusion de cette émission, que diriez-vous pour une sortie? Je vous remercie d'abord pour m'avoir invité. Je dois dire que je dois féliciter les travailleurs qui ont su élever le niveau de lutte cette année. Vous avez vu les premiers qui avaient tenté de lever l'IMP et autres qui ont tenté de lever. Ça n'a pas prospéré. Ça n'a pas prospéré. Puis la suite, les autres ont tenté. Au niveau du secteur de l'éducation, il y a plusieurs regroupements. Il y a la FESEL, CSTB, il y a le Front, il y a d'autres. C'est la conclusion, monsieur le secrétaire général. Non, je veux dire que c'est nous qui avons demandé aux regroupements syndicaux. J'entends certains dire que les gens étaient en lutte avant les confédérations. Non, ce sont les confédérations syndicales qui ont demandé aux fédérations FESEN, Front et autres de prendre leur position pour monnayer leurs revendications.
Mais tout ça, c'est sous la coupe des confédérations. Même s'il y a défection, c'est qu'il y a aujourd'hui 3 confédérations qui continuent de diriger la lutte. L'UNSTB, la COSI, l'UNSTB de Zounon Emmanuel, la COSI de Noël Chadaré, et la CSTB de Naini Kassa Mampo, qui est notre invité du jour. Nous félicitons les travailleurs pour la poursuite. C'était hier que les autres avaient demandé de reprendre. Dans tout le pays, les tribunaux étaient fermés, les centres de santé et hôpitaux étaient fermés, les écoles et collèges étaient fermés. Merci. Ça veut dire que la lutte se poursuit. Merci. La lutte doit se poursuivre. Pour sauver l'année, il faut que la grève se poursuive, pour que tous on regarde vers Patrice Talon pour lui dire « sauve l'école ». Toutes les rencontres avec les religieux, avec les médiateurs de la République, avec le président du Conseil économique et social, ça n'a rien donné parce que le président veut foncer tête baissée. Le président a été élu par le peuple. Il faut que le président soit à l'écoute du peuple pour sauver l'école, pour sauver la santé, pour sauver les tribunaux, pour sauver l'administration. Voilà, je vous remercie pour m'avoir invité. Merci, monsieur le secrétaire général. Nous avons crevé le plafond de cette émission, mais il le fallait pour ces grandes conclusions. Madame, monsieur, ce sera donc tout pour cette émission Baromètre. Merci de nous avoir reçus chez vous. Cette émission Baromètre qui portait sur le thème « Joute syndicale au Bénin, panacée ou travail de Sisyphe » chez vous. Je sais que vous avez également fait le débat et que vous avez tiré les conclusions qu'il faut. Merci de votre fidélité à la chaîne de l'excellence. Nous avions reçu pour vous, monsieur Naini Kassa Mampo. À très bientôt pour un nouveau numéro de Baromètre. Merci. Merci.